à toutes et à tous, bienvenue dans Zigzag, votre magazine culturel des territoires du Grand Est. Tous les mois, nous partons ensemble dans la région pour découvrir des lieux de culture et des artistes qui les font vivre. Pour ce troisième numéro, nous sommes à Strasbourg pour les Giboulées, la Biennale internationale Corps, Objet, Images. C'est un festival qui ouvre sur toutes les formes d'expression, mais qui fait la part belle au monde des marionnettes. Mais nous irons également à Metz, à Sainte-Savine, à Mirecourt et tout ça en zigzag bien sûr. En préparant cette émission sur les Giboulées, je me suis rappelé qu'enfant, mes parents m'avaient ramené une marionnette à fil, une Prague. Oui, une Prague. C'était comme un doudou pour moi, elle était sublime. Et puis un jour, mes petites sœurs me l'ont cachée. Je l'ai oubliée. Son image s'est un peu effacée. Et si je la retrouvais? Elle se cache peut-être dans ce bric-à-brac. Et elle pourrait bien m'aider à faire toutes ces interviews. Bonjour Monsieur Herbin. Bonjour. Merci de nous accueillir au TJP à quelques heures de l'ouverture du festival. Alors, comment vous vous sentez? Eh bien très bien, c'est une vraie ruche là, vous êtes au cœur du réacteur là, au niveau de l'étage de l'administration du TJP. Et donc tout le monde s'organise, tout le monde s'active pour qu'on soit au rendez-vous tout à l'heure pour l'inauguration de cette 26e édition des Giboulées. 26e déjà, waouh! Dis donc. Vous dites que les Giboulées sont une belle occasion de découvrir joyeusement et ensemble les dernières actualités de l'art de la marionnette. Donc on se pose évidemment la question, quelles sont les dernières actualités? Ce soir, on a la première mondiale de Amit Drori. Amit Drori qui est un marionnettiste israélien et qui a travaillé dans son atelier pendant 5 ans pour construire des robots, des singes, des robots qui ont la forme de singes et qui sont animés, manipulés en direct et préprogrammés aussi. Donc c'est un univers vraiment très très spécifique, à la limite de la marionnette et de la robotique, de l'animation. La marionnette, elle est incroyable parce qu'elle fait feu de tout bois et elle peut utiliser effectivement des techniques, comme je le disais, à fil, et des techniques ancestrales réellement qui viennent de très très loin et qui sont presque simples dans leur usage. C'est-à-dire qu'un poids suspendu à un fil, on ne peut pas faire plus simple. Et on peut tout à fait utiliser cette façon de manipuler et de transposer avec des technologies les plus pointues comme Amit Drori. J'ai apporté quelque chose. Quand j'étais petite, mes parents m'ont apporté une marionnette. Voilà, et je l'ai apportée pour fêter le festival avec vous. Donc mon petit compagnon, il est tout content. Voilà, il est là. Vous vous souvenez de la première fois quand vous avez eu une marionnette? Oui, je m'en souviens très bien, mais je n'étais pas du tout un enfant. Mais ce qui m'a vraiment fasciné, c'était le phénomène d'animation réellement, d'avoir la sensation d'avoir vraiment le souffle, avoir affaire à une intériorité dans cette marionnette-là. Donc effectivement, c'est un souvenir d'un spectacle que j'ai vu complètement par hasard. Je m'y attendais absolument pas et là, c'était un choc. Je suis tombé dedans et voilà. Et après, j'ai fait cette école de Charleville pour pouvoir apprendre un métier. Pendant le festival, les artistes des Giboulées investissent toute la ville de Strasbourg. Et oui, toute la ville, comme ici à l'université. Le chorégraphe catalan Jordi Gali travaille beaucoup sur la relation entre gestes et objets. Et il a même apporté son propre Maibaum, un arbre de mai, une tradition de Bavière ici à Strasbourg. Vous êtes prêts à danser autour de l'arbre? Alors moi je le suis. J'ai rejoint Neil Dinch du groupe d'artistes et de chercheurs Gongle. Elle est metteuse en scène et elle propose un projet vraiment improbable pendant le festival. Ça s'appelle la cosmologie du cochonnet. C'est un atelier qui mélange du théâtre, l'astronomie et la pétanque avec des clubs de la métropole. Du théâtre, de la pétanque, de l'astronomie. Tiens, je suis curieuse de voir ça. Ouais. Alors, elle est où la bouteille du rosé? Par ce froid, Quelle drôle d'idée, oui. Vous allez bien? ça Oui, va, oui. Alors, la cosmologie du cochonnet, racontez-nous, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un projet sur les liens entre pétanque et astronomie Oui. qui a été monté par le groupe d'artistes et de chercheurs Gongle. On est une compagnie de théâtre qui travaille beaucoup sur les liens entre art et sport. Oui. Et alors qu'on travaillait sur un projet sur le football, on a rencontré un club de pétanque qui a réclamé de faire un projet sur la pétanque.
Et on leur a répondu en faisant cette proposition de la cosmologie du cochonnet. D'accord. Et de quoi ça consiste? Comment ça se passera? L'idée, c'est que les joueurs de pétanque, à travers leur pratique, appréhendent beaucoup de phénomènes physiques et de voir comment cette pratique elle peut aider à raconter des choses sur le système solaire et les corps célestes. Et derrière, il y a la question, c'est savoir comment le théâtre, ça peut être un lieu de rencontre et de partage de connaissances et de réflexion sur la société et son organisation. Parce que vous trouvez le système solaire dans les boules de pétanque? Si vous regardez une partie de pétanque, ce qu'on peut voir, c'est que régulièrement se recomposent des formes de galaxies. Enfin, on est tout le temps en train de recomposer. Les boules, elles sont tout le temps en train de se recomposer autour du cochonnet. Comment vous vous êtes rencontrés? Pourquoi vous avez rejoint le projet? Comme on a fait notre assemblée générale, on a proposé ça aux joueurs et tout ça. Ils ont accepté, ils ont dit c'est bien de connaître quelque chose. On était tous étonnés et sceptiques dans le sens qu'on ne savait pas ce qu'on allait faire là-dedans. Quand on nous parle d'astronomie, quand on nous parle de théâtre, bon, c'est un monde un peu qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter, quoi. Alors on s'est dit pourquoi pas, on va voir. Et puis on s'est lancé là-dedans. J'ai assisté à la première séance qui s'est déroulée ici au TJP où c'était très intéressant. Je crois qu'on a de suite eu un bon contact. Bon, je vais m'entraîner alors. D'accord. T'es prêt? Ne regarde pas. Pendant le festival, les giboulées se répandent dans toute la ville, comme ici au palais universitaire qui est là derrière moi. Ici, on accueille un grand chantier de pratiques artistiques et ce sont des étudiants qui invitent le public à découvrir ces pratiques artistiques immersives et collectives. Moi, par contre, je vous emmène en zigzag dans un lieu un tout petit peu plus calme qu'à Strasbourg, c'est à Mirecourt, dans les Vosges. Un luthier vosgien y fabrique des octobasses. Tiens, un drôle de nom pour un drôle d'instrument géant. Une belle rencontre de Vosges TV. C'est clair que les chevilles sont pas à taille humaine. Hein. Et c'est beau comme ça, normalement. Une cheville de violon, puis une cheville d'octobasse. L'octobasse, un mythe pour les contrebassistes et les luthiers. Un instrument de 123 kg atteignant près de 4 mètres que Jean-Jacques Pagès confectionne en double exemplaire à Mirecourt pour l'Orchestre de Montréal qui possède l'unique octobasse en service dans le monde. On a recherché le son grave, le do grave qu'on trouve dans l'orgue plus facilement avec les tuyaux 16 pieds ou 32 pieds. C'est des sons qui sont tellement graves qu'on n'entend pas vraiment la note, mais on sent les vibrations. Une note qui a fait rêver Berlioz en son temps lorsque Jean-Baptiste Vuillaume, au XIXe siècle, concrétise cette folie en créant 3 instruments à l'occasion de l'exposition universelle de 1851. La taille imposante de l'octobasse l'a fait tomber dans l'oubli. Jean-Jacques Pagès, luthier en retraite, relève le défi. Il troque son atelier trop étroit pour annexer l'ancien tribunal de Mirecourt. D'ici cet été, il doit faire naître de ses planches d'érable et d'épicéa les vibrations tant espérées au cœur d'un instrument modernisé. On est en train de mettre au point tout un système pour pouvoir avoir une facilité de jeu qui est beaucoup plus fluide. Parce que ces gros capots d'astre là étaient pratiques pour jouer comme ça très lentement, mais n'avaient pas d'avenir pour pouvoir vraiment développer le jeu de cet instrument. La matière utilisée pour les cordes est à l'étude et le clavier à pédale devrait être abandonné. Ce projet hors norme ne laisse pas une seconde à se passionner pour se plonger dans l'écriture de son 5e polar, arrêté à la 30e page. De retour à Strasbourg et encore au Giboulé, nous allons rencontrer des jeunes artistes de Strasbourg et de Stuttgart. Leurs créations sont proposées pendant le festival et ils ont d'une imagination incroyable. Unglaublich! Merci de faire cette petite réunion franco-allemande avec nous. Vous pouvez nous dire ce que vous présentez au Giboulé? C'est la première fois qu'on a fait cette collaboration entre ces 2 écoles, la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart
où j'enseigne et je fais partie de l'équipe de direction. Et puis la HIR, la Haute École des Arts du Rhin, c'est une coopération où les élèves, on les a invités à faire des formes courtes en binôme et d'être co-auteurs sur cette proposition-là de spectacle, de forme courte, en tant que donc, scénographe et marionnettiste. Ce sont chacun, à chaque fois, un étudiant français et un étudiant allemand. C'est presque ça, mais pas tout à fait, parce que par exemple, Emilien, qui est là de l'école de Stuttgart, est français. Vous pouvez nous expliquer ce que vous présentez, vous deux, quels sont vos projets ? Ouais, moi par exemple, je travaille avec une sorte d'objet qui est une sphère. Et donc du coup, Yannick, avec qui je travaille, qui est sur scène, a toute une sorte de déambulation où il essaye de sortir de cet objet. Et moi du coup, je suis plutôt en régie. Et on a travaillé du coup ensemble sur des questions qui mélangent vraiment objet, espace. Alors moi j'ai construit une marionnette hyper réaliste. En fait c'est un mannequin, une marionnette d'1,85 m comme moi. En fait c'est mon double. Et j'ai travaillé avec Guillaume. En fait je suis venu avec cette proposition de marionnette et Guillaume, le scénographe qui a travaillé avec moi, m'a proposé aussi un espace. En fait on est très très vite arrivé à l'espace de la table. Et donc dans le projet que je présente, c'est un jeu entre moi et mon double autour de cette table. Ce qui me fascine en fait, c'est ce moment de magie où de la marionnette d'un objet inerte devient un objet vivant. C'est donc ici, à la Haute École des Arts du Rhin, que des jeunes artistes élaborent leurs créations. Et qui sait, peut-être un jour ils se produiront à Sainte-Savine, à côté de Troyes, pour le festival Cours-y vite. C'est un festival jeune public qui est déjà à sa 17e édition et Canal 32 nous en dit un peu plus. Et oui, qui sait, peut-être toi aussi tu te produiras là-bas un jour. Ouais, qui sait? Au début du monde, il n'y avait rien, pas de couleurs ni de musique. C'est ainsi que débute Et puis s'envole, histoire féerique de la compagnie Lorraine d'Urgence 2. Dans le cadre du festival jeune public Cours-y vite, le spectacle a été présenté à l'Art Déco de Sainte-Savine. C'est pas un conte qu'on trouve dans les livres, mais par contre, il est sur une structure de conte traditionnel. C'est un monde un petit peu assoupi, endormi, avec un roi autoritaire. Les gens sont un peu des moutons, ils n'ont pas la liberté de penser par eux-mêmes, tout est organisé d'avance pour eux. Et dans ce monde bien construit, bien organisé, va surgir un musicien. Et avec sa musique, il va éveiller les consciences. Et ce spectacle, du coup, invite à considérer l'art, et en particulier la musique, comme indispensable pour s'éveiller au monde, pour s'éveiller à l'autre. Écorce, graines, branches, cailloux, le conte se dévoile au fur et à mesure des manipulations de la comédienne avec tous ces objets de récupération. Des toutes petites choses, de rien du tout, on arrive à faire surgir des émotions, parce que tout est dans un univers de bois, de sable, d'éléments naturels, de cailloux. Et c'est de toutes ces petites choses-là que naissent des choses un petit peu surprenantes. Le parti pris de départ, c'est se dire que moi, je ne suis pas là en tant que conteuse. Je fabrique l'histoire au fur et à mesure. Donc je suis un petit peu dans mon laboratoire, dans mon atelier, dans un esprit cabane. Et c'est les éléments qui sont autour de moi qui vont provoquer que ce jour-là, à cette heure-là, je raconte cette histoire-là. Donc je la redécouvre ou je l'invente, entre guillemets, en même temps que je la fabrique devant le public. Donc toutes les petites bidouilles, toutes les petites manipulations sont là pour faire surgir en fait l'histoire et la surprise. En plus des objets, Et puis s'envole joue aussi avec les ombres et les couleurs. Tout se mélange pour servir cette histoire d'amour et de liberté et permet de faire passer un message au spectateur, qu'il soit petit ou grand. Le théâtre, la musique, la danse, toute forme en fait, artistique est là pour amener de l'émotion, pour grandir, pour s'ouvrir, pour communiquer. Voilà, donc c'est vraiment un sujet essentiel. Et à la fin de la représentation, les spectateurs ont pu échanger avec la comédienne et découvrir le décor de plus près, de quoi faire vivre encore un peu la magie du spectacle. Des artistes femmes qui parlent des femmes, il y en a. Et oui, aussi souvent, ils parlent des hommes. Des artistes hommes qui parlent des hommes, il y en a aussi. Mais des artistes hommes qui parlent avec justesse des femmes, eh bien monsieur, vous n'êtes pas très nombreux. Emmanuel Bémer, par contre, en fait partie. Il vient de la Lorraine et Mirabel TV l'a rencontré.
Tu es impure, vénale, calculatrice, à se demander si tu as une âme, prisonnière de ta matrice, il ne fait pas bon être une femme. Il s'interroge sur la condition féminine et le rapport entre les hommes et les femmes. Dans son nouveau tour de chant, Emmanuel Bémer dénonce toutes ces formes d'oppression qui persistent depuis la prétendue libération des femmes dans les années 70. Souvent, on fait une comparaison avec des pays où elles n'ont pas le droit de rouler, où elles n'ont pas le droit de vote, les femmes, et on se dit, chez nous, ça va. Mais moi, je pense qu'on est complètement inféodé, on est phagocyté par des mécanismes d'oppression inconscients. Tu mets une chute, t'es une pute, tu mets un flip, t'es une suite, tu mets un père, t'es un mec, un miracle, t'es une bibo. Un chanteur au bar, une cougar, un décolleté, une tasse-pé, tu mets un jogging, t'es une queen, pas de jogging, t'es une queen. Pas assez féminine, t'es pas assez féminine, t'es pas assez féminine, t'es pas assez féminine. Du machisme ordinaire aux oppressions physiques, l'artiste dévoile au fil de ses 14 chansons et scénettes sa part intérieure de féminité, mais aussi d'homme révolté. Une satire dans laquelle il met une touche bien à lui, un cynisme joyeux. On glorifierait le sang des guerriers, qui est le sang de la mort, et on diaboliserait le sang des femmes, qui est le sang de la vie. C'était l'homme de Croc, de loin le plus intelligent de sa tribu. C'est un peu un exercice de funambule parce que on sait que ça va être grinçant, donc il faut qu'il y ait un peu d'humour, il y a un équilibre à trouver. Parce que quand tu commences à balancer les chiffres de l'excision, les chiffres des viols par an en France, 60 000, ou Bruxelles légalisé, entre guillemets, il n'y a pas longtemps, le terme féminicide, c'est pas anodin. De la chanson française engagée sur des rythmes de blues, rock, valse ou tango. Et pour mieux défier les clichés du genre, c'est une femme en la personne de Laurence Bridard qui mène la danse à la batterie. L'Espace K de Strasbourg est une autre salle qui est impliquée dans le festival Les Giboulées. Nous allons y rencontrer un metteur en scène qui travaille beaucoup avec de la technologie pour raconter des histoires très contemporaines. Il s'appelle Joris Mathieu et il vient de Lyon. On a sur les scènes aujourd'hui des caméras qui filment, on a de la vidéo, mais dans votre spectacle, le robot et tout. Il est narrateur, réalisateur, scénographe, femme de ménage, il fait tout en fait. Oui, il est même co-auteur. Vous pouvez nous raconter d'où vient l'idée J'imagine que le théâtre, c'est un endroit où on plonge les spectateurs à l'intérieur de mondes possibles. Et parmi les scénarios possibles des mondes à venir, il y a cette chose qui est dans l'air d'imaginer que le monde pourrait être un monde sans humains. Et j'ai eu envie de me plonger là-dedans avec les gens et qu'on invente cette expérience de se dire qu'est-ce qui se passe si on fabrique un spectacle dans lequel on a enlevé ce qui nous semble impossible d'enlever, c'est-à-dire l'humain. Vous pouvez nous raconter comment vous avez créé le spectacle? Pour aller au bout du projet, j'ai donc entamé une correspondance avec ce qu'on appelle des robots conversationnels. Donc des agents conversationnels, c'est comme Siri par exemple, ces machines qui ont un dialogue avec les humains. Et puis j'en ai testé une quinzaine, j'ai eu une quinzaine d'échanges en parallèle. Mais un jour, je suis tombé sur un robot conversationnel qui avait été programmé par quelqu'un, mais qui n'avait pas d'utilité. Il ne servait à rien, il ne nous rendait pas de service, il ne pouvait pas m'aider à quoi que ce soit. Il était juste programmé pour errer sur la toile et être une personnalité, incarner une personnalité particulière. Et ce robot conversationnel, je lui ai posé une question qui est très simple, c'est est-ce que tu voudrais faire du théâtre? Et il m'a répondu oui, mais je suis assez classique dans mes choix, dans mes goûts. J'aime deux pièces en particulier, Le Songe d'une nuit d'été et La Tempête de Shakespeare. Et ça a été le point de départ de l'écriture. Toujours à l'Espace K, mais en silence, parce qu'il y a un spectacle juste à côté. À propos, parlons de spectacle, au mois d'avril, il y aura énormément de spectacles dans la région du Grand Est. Oui, énormément et partout dans la région. Et dans Zigzag, on a pris une petite habitude, vous proposer une sélection de spectacles parfaitement subjective, mais toujours tellement trop courte. Avec le printemps, j'ai vraiment l'impression que la saison des festivals monte en régime. Tenez par exemple Ring, du 12 au 20 avril au Centre dramatique national de Nancy. L'édition 2018, la 6e, est résolument tournée vers l'ère du numérique.
Le spectacle vivant aussi s'approprie ces nouvelles technologies et ils en font de belles, nos créateurs. Comme Joris Mathieu, déjà présent au Giboulé, ou comme la compagnie Acté, qui investira la place Stanislas en rendant acteurs les spectateurs. Festival encore avec Extra Danse, ça se passe à Pôle Sud, le centre de développement chorégraphique national de Strasbourg, du 5 au 19 avril. Les spectacles viennent du Moyen-Orient, d'Europe du Sud ou d'Afrique, comme les mouvements perpétuels du chorégraphe burkinabé Sali Hassanou, qui met en scène l'exil et le chemin des migrants. Et si on allait faire un tour à Lunéville ? La Méridienne, scène conventionnée de la ville, vous propose Facto, 7e édition d'un festival protéiforme pour des arts croisés et un théâtre original. Le 7 avril, vous pourrez faire un tour du monde des danses urbaines grâce à la danseuse brésilienne Anapi. Les 13 et 14 avril, départ vers l'Argentine avec les Folles, un triptyque poétique sur le thème de la résistance incarnée par des femmes. Les Folles de la place de Mai, ce sont ces femmes qui ont bravé la dictature des années durant pour réclamer le retour de leurs enfants disparus. Et notre escapade au-delà des frontières nous emmène ce mois-ci en Suisse. Pour Steps, une biennale de danse qui se déploie dans tout le pays du 12 avril au 5 mai. Nous vous proposons un tout petit saut au-dessus de la frontière pour aller à Bâle, à la caserne, les 16 ou 17 avril. Vous y découvrirez Love Chapter 2 de Sharon Eyal et Guy Béard. Une plongée en profondeur dans les sentiments résiduels après une rupture amoureuse. Les Giboulés investissent aussi le musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg avec la chorégraphe polonaise Ola Maciejewska qui revisite le Dancing Dress de Loie Fuller. Attendez, Dancing Dress, c'est ta-da-ta-da-ta-da. Moi, je vous propose un peu de zigzag au Centre Pompidou à Metz pour la nouvelle exposition L'aventure de la couleur. Un reportage de Mirabel TV. Pour Matisse, la couleur est une libération, un vecteur d'émotion. Dans les années 50, il invente sa technique de papier gouaché découpé. C'est pour lui alors la résolution du conflit entre la couleur et le dessin. Son portfolio jazz est l'œuvre emblématique de la fin de sa carrière. Il est aussi le point de départ de cette nouvelle exposition présentée au Centre Pompidou-Metz, L'aventure de la couleur. Matisse dit que grâce à cette méthode de création, eh bien, il atteint sa plus haute passion de peindre. Matisse, avec ce portfolio, a influencé un grand nombre d'artistes modernes et contemporains. C'est le cas de Bridget Riley, par exemple. Cette pionnière de l'art cinétique britannique s'est inspirée de Matisse pour peindre son triptyque. Chez Agam, la couleur fait vivre la peinture, le tableau se métamorphose. C'est au regardeur de créer le mouvement. Le visuel évolue en fonction du déplacement. Pour d'autres artistes du XXe siècle, la couleur est un support de réflexion sur la matérialité et la spiritualité de la peinture. Dans les années 80, Sam Francis peint ce tableau aux dimensions grandioses. Pour lui, la manipulation de la couleur est à chaque fois le point de départ de son art. Il est un artiste autodidacte qui a commencé à peindre de façon thérapeutique et il va commencer à manipuler la couleur et il dit que au fur et à mesure qu'il avance dans son travail, il va explorer ce thème de la couleur sur de plus en plus grands formats et que le point de départ, c'est toujours la manipulation de la couleur. Chez Yves Klein, les toiles sont monochromes. Dans les années 60, le bleu devient sa couleur de prédilection. Pour cette œuvre, il répand des pigments sur le sol. Le tableau existe grâce à la force de l'apesanteur. Kandinsky aussi s'inspirera du bleu dans son art, ce bleu céleste qui apaise, comme un pied né à la période dans laquelle il évolue, la Seconde Guerre mondiale. Encore un peu de giboulé. Je me dépêche, j'ai rendez-vous avec Anne Essoberi pour son spectacle. Attention, quel est cet ectoplasme qui t'accompagne? Quel est cet ectoplasme qui t'accompagne? C'est ça! Allez hop, au TGP!
Alors Anne, un ectoplasme, qu'est-ce que c'est un ectoplasme? Eh bien, un ectoplasme, communément, c'est un fantôme. Un fantôme bouffe ou... Ah bah ça, après, à vous de... loisir et liberté à vous de choisir. Ok. Bah, si je mets un drap blanc et je fais ouh, je peux être un ectoplasme. Après, un ectoplasme peut être aussi une substance éthérée, non visible. Alors si j'ai bien compris, votre spectacle par contre parle du langage. Cette langue pour moi est un ectoplasme. C'est parce que c'est une langue qui a provoqué un exil de langue chez moi. Cet auteur, Katalin Molnar, écrit en français. Et quand j'ai découvert cet auteur, j'ai été étrangère dans ma propre langue. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 3e numéro de Zigzag. Le festival n'est pas encore terminé, vous voyez, ce sont les giboulées et nous devons déjà repartir. C'est trop triste, je suis d'accord, sortez les mouchoirs. Mais en même temps, nous avons tous ces lieux à découvrir, ces artistes à rencontrer, ces spectacles à applaudir et. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Nous serons à Thionville pour la semaine extra, un festival de théâtre par des lycéens. Et en attendant, que le spectacle vivant soit avec vous. Rideau!